Bonsoir et bienvenue dans ce 41e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Et ce soir, nous allons essayer de balayer un petit peu l'actualité de la semaine du 6 février au 12. Hein, c'est bien ça, mon cher Sylvano? Oh, Comment bah oui, vas-tu? c'est ça. Moi, je vais super bien, et toi? Bah écoute, encore une semaine tout à fond, mais voilà, ça se passe plutôt pas mal. Donc ce soir, au programme, nous allons avoir Yves Cara qui va venir nous parler de sa première émission sur l'INRES TV. Voilà, il devrait en faire une par mois, donc on l'attend incessamment sous peu. Force Pingouin aussi, un jeune animateur de web TV qui vit au Canada, mais qui est un ancien normand. Voilà, il va nous faire découvrir son univers. Nous aurons aussi Elisabeth de Caligny qui viendra nous faire l'art dans tous ses états. Monsieur Rox Hucker pour le sommaire du numéro 89 de Top Secret. Et pour finir, Valerio qui nous présentera le livre de Tiyandi, voilà, qu'il a reçu il y a quelques mois déjà de cela. Euh, eh bien, Silvano, UAT cette semaine, quoi de neuf? Comme d'habitude, toujours plein de choses, mais comme ce soir, on doit faire vite parce qu'on a des invités qui attendent et que l'émission est riche, je vais sortir un élément du UAT qui m'a frappé cette semaine. C'est une publication que j'ai trouvée en Italie, il y a un festival qui s'appelle le Festival de San Remo. C'est un... Comment t'expliquer ça? Parce que ça n'existe pas en France, hein. C'est pendant 4 jours, ça passe sur les 2 chaînes principales de télé italiennes, où c'est tous les chanteurs italiens, confirmés ou débutants, qui viennent chanter leurs plus belles chansons pour à la fin élire la meilleure chanson de ce festival, qui sera évidemment automatiquement un tube de l'été en Italie, évidemment. D'accord, c'est The Voice ou la nouvelle star italienne, quoi. Je ne sais pas ce que c'est The Voice, mais c'est... Bon, je crois qu'on avait compris que Silvano était vraiment nullissime en musique, donc c'est ça doit être du The Voice ou d'une nouvelle star à l'italienne. Et alors, figure-toi que cette année, pour la bande-annonce publicitaire pour annoncer ce festival de San Remo partout, nous avons eu droit à ça. Et puis donc, tu vas pouvoir le passer. Donc, comme tu le vois, c'est des petits E.T. qui arrivent de nuit. Donc, on les a rendus sympathiques. Hein. C'est des petits gris que j'en ai jamais vu d'aussi sympathiques. Et qui chantent donc un tube qui avait gagné le festival de San Remo, je crois, en 84. Je te traduis vite parce qu'évidemment, c'est pas long. Une terre promise, un monde différent où nous pourrons imposer nos pensées. Nous, on ne s'arrêtera pas, on ne se fatiguera pas de chercher notre chemin. Donc, tu vois, c'est très symptomatique. Et donc, j'ai publié ça, évidemment, en me faisant un warning énorme sur UAT qui est habitué à ça. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des nouveaux membres qui arrivent et que, avec le problème avec Facebook, c'est que c'est super bien Facebook. Mais pour prendre le chemin en route de l'UAT pour un nouveau qui arrive, il risque d'être étonné. Donc, j'ai mis un warning énorme sur les gris. Pourquoi? Parce que les gris sont des êtres infects, ça il faut le savoir. C'est des aliens qui vivent sur un autre plan temporel, qui sont là et qui nous abductent. Alors évidemment, en France, on n'est pas trop habitué à avoir ce genre de discours parce que beaucoup de gens disent oh, bah, attends, les abductions, on n'a aucune preuve. Ouais, on n'a aucune preuve pour ceux qui s'y intéressent pas, pour ceux qui n'ont pas fait de recherche et pour ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Néanmoins, il y a des chercheurs qui ont été très loin dans les abductions parce que maintenant, c'est quand même quelque chose qui est étudié ailleurs qu'en France. Alors, on va en dire encore, ah, ça y est, Sylvano, il revient avec le sempiternel. En France, on est en retard, mais en France, oui, on est en retard, très, très, très en retard. Et les recherches qui ont été faites dans le monde entier, il y en a des dizaines de milliers, avec des cas qui ont été étudiés très profondément, et notamment par des chercheurs, notamment par ce monsieur-là, hein, qui s'appelle Corrado Malanga. Ça, c'est son dernier livre, UFO nella mente. Ça veut dire en fait les ovnis dans la tête, dans l'esprit. S'il y a des éditeurs qui sont à l'écoute, il faut absolument traduire ce livre en français.
c'est une Bible, c'est une vraie et véritable Bible. Dedans est décrit le cas d'un abducté italien célèbre, Valerio Lonzi, et comment Corrado Malanga, avec l'aide d'un hypnothérapeute, le docteur Moretti, a fait subir, on va dire, une vingtaine de séances d'hypnose pour retracer absolument toute l'histoire de cette abduction. Et évidemment, tout en cherchant, en faisant des recherches sur le terrain, en menant des recherches sur le terrain de tous les témoins que Valerio Lonzi a cités dans son hypnose, et en menant des recherches dans tous les autres pays où ce genre de séance d'hypnose avait déjà eu lieu, notamment aux États-Unis. Et là, il y a des faits qui sont indéniables, puisque des milliers de personnes racontent la même chose. Tu vois ? Donc, à partir du moment que des milliers de personnes racontent la même chose sans être au courant de ce qu'ils allaient raconter en hypnose, la place au fait que ce soit dans l'imaginaire, que ce soit un effet inventé, c'est complètement impossible, quoi. La probabilité mathématique est de 0. Et ce que racontent ces personnes, c'est systématiquement que les gris abductent en compagnie de blonds, hein, tu sais, les fameux grands blonds, parce que évidemment, on se méfie moins d'un grand blond que d'un petit gris, et avec des humains, d'accord ? Et ça, c'est quasi systématique dans toutes les séances d'hypnose. Et ce qu'ils font est assez horrible. Credo Mutwa l'a très bien décrit, Corrado Malanga le décrit très bien, et tout ce qu'ils décrivent, une fois de plus, ça ne peut pas être inventé. Et donc, il faut arrêter avec les personnes qui disent qu'il y a des extraterrestres qui sont là pour nous éveiller. C'est sûr que ça fait vendre, parce qu'on préfère entendre qu'il y a des extraterrestres qui sont là pour faire l'éveil, la protection, plutôt que de dire qu'il y a des extraterrestres méchants. Les gens disent « Ah ben non, tu peux pas dire que tout est mal et qu'il n'y a rien qui est bien. » Certes, le bien il doit sûrement exister. C'est un fait indéniable aussi. Le problème est que les seules personnes qui parlent de gris qui sont bons sont juste le fruit de leur imagination à eux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit « Ah, ben moi j'ai voyagé en astral. Ah, moi j'ai communiqué avec un gris. Et puis il m'a dit des bonnes choses. » Et là, c'est la parole d'une personne qui raconte cela. Alors que dans l'autre côté, on a des faits qui sont prouvés par la masse d'informations que l'on a. Et il n'y a jamais aucun gris bon, ni de blond. Hein. Et donc, on peut dire que ces personnes qui racontent que les gris sont là pour nous éveiller, soit c'est des charlatans, des menteurs, soit ils se sont fait eux-mêmes blouser. Quoi. Parce qu'effectivement, quand on écoute Corrado Malanga, on s'aperçoit qu'ils sont très forts dans la manipulation également de la mémoire. C'est-à-dire que Corrado, avec le docteur Moretti, avec Valerio Lonzi, a dû s'y prendre plusieurs fois à des enquêtes bien précises pour pouvoir absolument décortiquer totalement ce qui s'est passé chez ce garçon. Évidemment en trouvant que sa mère a été abductée, que sa grand-mère a été abductée également. Donc, je sais que si un jour je devais publier sur UAT les petits itis sont là pour nous éveiller parce qu'ils sont bons, moi, je ferais un carton. Mais je ne le fais jamais parce que c'est pas du tout l'objectif du UAT. L'UAT, c'est là pour raconter la vérité. Comme dit Rock, hein, je vous ai promis la vérité, je vous ai jamais dit qu'elle était charmante à entendre. Et donc, il faut faire très attention à ça parce qu'en s'attaquant déjà aujourd'hui à ces petits itis un petit peu sympathiques qui chantent là, qui font la danse, hein, on s'attaque aussi aux enfants. Mettre en tête aux enfants qu'ils seraient peut-être sympathiques, qu'ils sont peut-être pas méchants. Il est aussi à noter qu'il y a quelques années, quand on parlait des extraterrestres, on disait les petits hommes verts. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des petits hommes verts. Et systématiquement, quand on veut représenter un alien, c'est un petit gris. Et il faut faire très attention aux petits gris. Et il est temps qu'en France, des gens s'intéressent largement aux abductions. Corrado Malanga estime que 1% de la population mondiale est abductée physiquement
et que forcément les services secrets, les gouvernements sont impliqués là-dedans. Ça ne fait aucun doute. Des Men in Black vus dans cette séance de Valerio Lonzi parlaient français. Et il devait avoir une très grande influence de la France en Europe avec les aliens. C'est peut-être pour ça aussi que la France est le pays le plus en retard. C'est parce que la chape de plomb doit être plus importante ici que dans d'autres pays européens où les services secrets seraient certainement moins impliqués qu'en France. Ouais. Mais j'ai quand même un contre-argument, votre honneur, Vas-y. concernant les gentils IT. En définitive, on n'est pas en train de dire qu'ils n'existent pas. C'est simplement que tous ceux qui ont été abductés l'ont été par des petits gris. Donc forcément, quand ils font une régression hypnotique, forcément, ils ne voient que des gris, que des grands blonds ou des gris blonds et des humains. Mais ça ne signifie pas pour autant, c'est pas que le côté E.T. gentil n'existe pas. C'est simplement comme ils sont gentils. J'ai jamais dit ça. Ce que je te dis, c'est que je veux que tu précises. Parce on a aujourd'hui des millions de preuves que les E.T. qui nous abductent ne sont pas bons. On n'a aucune preuve qu'il y a des E.T. bons. Alors, ça ne veut pas dire, effectivement, comme tu le dis, qu'il n'y a pas d'E.T. bons. J'espère qu'il y a des E.T. bons. Mais aujourd'hui, on n'en a aucune preuve. C'est que un channel qui a entendu quelque chose de bons E.T., des histoires à dormir debout, comme les Zumo. Et donc, moi, je m'appuie que sur les preuves. Et les preuves, pour celui qui veut chercher, elles sont là, elles sont factuelles, elles sont nombreuses, et elles sont indéniables. Oui, non mais voilà, on est bien d'accord, c'est pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Les abductions se font forcément par des races, on va dire, qui ont des mauvaises intentions, voilà. Et après, le fait qu'il n'y ait pas de preuve, qu'il n'y ait pas de gentilité, c'est pas une. L'absence de preuve n'est pas une preuve en soi du fait qu'ils n'existent pas. Puis il y a deux arguments complètement idiots que j'entends tout le temps. Ah, mais oui, mais si les E.T. étaient méchants, pourquoi ils ne nous détruiraient pas? Alors ça, c'est un truc complètement idiot. Je vois pas pourquoi, quel est l'intérêt de nous détruire. Et l'autre, on voit souvent que les E.T. sont près de centrales nucléaires, sites nucléaires, et qu'ils nous protègent de cela. Alors là, je vais dire oui, effectivement, ils nous protègent. Je confirme. On a même décelé que, par exemple, quand il y a eu l'incident nucléaire de la fameuse centrale à Tchernobyl, on a noté pendant les 10 années qui suivent quasiment pas d'abduction dans cette région-là. Parce qu'il faut que tu saches aussi que partout dans le monde, il y a quand même des gens qui surveillent un petit peu. Il y a des ufologues assez poussés, des chercheurs de vérité assez forts, qui suivent un petit peu. Alors pourquoi il n'y a pas eu d'abduction dans ce domaine-là? Certainement parce qu'on ne les intéressait pas. Pour te donner un petit peu une analogie, t'imagines un fermier qui s'occupe de sa ferme, du veau. Le veau, il le soigne. Si jamais il y a le feu, il va éteindre le feu. Il le guérit, il le nourrit. Donc le veau va dire, oh là là, cet humain, c'est quelqu'un de gentil, de magnifique. Il est là pour nous protéger. Et puis le jour où le fermier l'emmène à l'abattoir, le veau ne va plus rien comprendre. Et c'est exactement ce qui se passe, Antoine. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. On est dans une sorte de ferme d'élevage et on est bien d'accord. Tu t'occupes de ton cheptel, hein. Tu fais en sorte qu'il ne soit pas décimé par des éléments naturels, par des loups, voilà. Mais après, ça ne t'empêche pas de le faire passer à la moulinette pour en faire des steaks. Voilà. Tout à fait. J'espère qu'on finira pas en steak. Ok, bon. Ceci dit, on a quand même reçu quelqu'un qui sera très bientôt en ligne, peut-être la semaine prochaine, si tout va bien. C'est Neil le lutin bleu qui, lui, implantation d'implants, il nous explique qu'il y a 3 niveaux d'implants, éthérique, biologique et biomécanique. Et ce qu'il pense, c'est que c'est peut-être même plus que 10% de la population qui serait abductée, et ce depuis des années, voire même des générations. Effectivement, il y a plusieurs types d'abductions. Là, Corrado Malanga s'occupe surtout d'abductions physiques, donc avec des implants physiques et puis des aliens qui viennent et qui les chopent. Et pour lui, c'est 1%. Après, effectivement, il y a les abductions éthériques, il y a les autres abductions dont Neil parle,
Et là, effectivement, le nombre, à mon avis, est encore même plus important que ce qu'il pense. Bon, allez, tu as droit à une deuxième petite info et ensuite on passera à notre prochaine avis. Alors, deuxième petite info, quelque chose qu'est-ce que je pourrais te dire? Les bruits dans l'Arctique, hein. Sache que depuis juin de l'année dernière, on entend pas mal de bruits bizarres dans l'Arctique et que même l'armée canadienne maintenant a dépêché des bateaux pour aller voir ce qui se passe et l'origine de ces bruits, puisque ça ferait fuir un petit peu tout le monde et qu'on ne connaît pas l'origine de ces bruits qui sont quand même un petit peu forts. Ça fait penser aux bruits que l'on entend un petit peu partout dans le monde quand on tape sur YouTube Strange Noise in the World. Et moi, j'ai bien analysé le problème. J'ai fait travailler un petit peu mon groupe pour élaborer des hypothèses sur l'origine de ces bruits. Moi, il y en a une que je retiens. C'est pourquoi pas le début de l'inversement des pôles, mon Antoine. Ça fait si longtemps qu'on parle que les pôles vont s'inverser. Et de plus en plus de scientifiques disent que ce serait assez quand même imminent, l'inversion de ces pôles. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de catastrophique, hein. Ça risque juste de perturber pendant quelques temps, pas longtemps. Il y en a qui parlent d'heures, il y en a qui parlent de jours. Il n'y aura plus de liaison Internet, il n'y aura certainement plus beaucoup de communication radio non plus, d'émissions TV. Donc, non, ne me dis pas ça, il n'y aura plus de miasme, c'est pas possible. Il n'y aura plus de miasme, on sera en vacances, en chômage technique pendant quelques temps. Ah. Et ça risque de coûter la bagatelle de, ne serait-ce que pour l'Europe, on estime ça à 600 000 milliards. Bon, c'est chouette, ça fera du boulot pour tout le monde pendant plusieurs générations pour le coup. Bon, c'est vrai. Bon, mais écoute, Sylvano, merci pour ces infos. J'espère que tu n'as pas fait peur à tout le monde. Non, vaut mieux prévenir que guérir, Antoine. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, continuez à vous renseigner par vous-même. Hein, ne croirez en rien en ce qu'on dit. C'est à vous de faire vos propres recherches et de faire votre propre expérimentation. Voilà. Bon, rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine rubrique UAT, Ufologie and Alien Theory. Et on reçoit immédiatement Nicolas de Force Pingouin. Salut Nicolas. Salut Miasme TV, comment tu vas? Écoute, moi je vais bien. Nous on a voulu t'inviter parce que on t'a vu apparaître un petit peu par hasard sur des vidéos YouTube, sur des sujets qui nous plaisent quand même vachement ici. Le dernier en date d'ailleurs c'est le sujet sur le fluor par exemple. Tu as fait un sujet il n'y a pas très longtemps sur les chemtrails, le sujet d'ailleurs qu'on a traité nous sur Miasme, qui n'est pas encore en ligne, qui le sera bientôt. Et donc voilà, je me suis dit, c'est sympa, il y a un jeune Canadien qui est en train de faire des chouettes émissions, et puis on voulait te découvrir, savoir un petit peu comment tu en étais arrivé là, sachant qu'à la base, tu n'es pas canadien, c'est ça? Tu es arrivé au Canada il n'y a pas très longtemps? Oui, à la base, comme j'allais le dire, je suis français, né en Normandie, à Vernon, exactement. Mais ouais, je suis arrivé à aller au Canada parce que j'ai créé des liens, j'ai eu des liens grâce au Xbox Live. Et puis par la suite, de fil en aiguille, ils m'ont proposé de m'inviter chez eux, j'ai accepté. Et puis depuis 4 ans, j'arrête pas d'aller au Canada tous les ans. Alors donc, ta chaîne, toi, tu l'as créée il y a combien de temps à peu près? Wow, ça doit faire à peu près 5 ans que je l'ai créée. En fait, je l'ai créé il y a un bout de temps, sauf que j'avais publié peut-être 4-5 vidéos et j'avais fait une période d'absence de 3 ans. Puis ensuite, j'ai eu une idée comme ça, je me suis dit, j'ai des connaissances, il faut que je les partage. Et c'est là qu'est née Divulgation et Vérité. C'est ça. À l'origine, ce n'était pas forcément une chaîne de divulgation, c'était une chaîne on va dire de Jones qui faisait des vidéos pour s'amuser, c'est ça? Exactement. C'était ça. Enfin, c'était en fait à la base, ça devait être la chaîne aux jeux vidéo, voir comment on joue, etc. Et puis c'est viré en connaissance. Donc divulgation et vérité, ça t'est venu comment? En fait, ça m'est venu, comme je l'ai dit, ça m'est venu d'un coup. En fait, c'est arrivé un moment où, dans ma vie, j'avais accumulé des connaissances, j'avais recherché la vérité, comme on dit. Et puis je me suis dit, attends, il y a des gens, ils savent pas, ou alors ils savent à moitié,
Et puis, je vais partager mes connaissances, je vais partager ce que moi je sais, et puis les gens, on va voir s'ils suivent. Puis c'est là qu'est née Divulgation et Vérité, c'est à partir de ça. Puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai proposé divers du sujet, donc la cabale, le fluor, les chemtrails, l'éducation, la nourriture, etc. Et puis en fait, de 13 abonnés, j'ai atterri aujourd'hui à plus de 1500 abonnés. Et tu es accompagné avec un monsieur qui s'appelle Gérard. Il est avec toi dans toutes les émissions? Pas dans les premières, il n'était pas là, parce que je le faisais solo. Mais ça fait depuis juin de l'année dernière qu'il est avec moi. Et il fait partie de mon équipe. C'est ça, c'est ton puits de science, j'ai l'impression. Ouais, c'est l'encyclopédie mobile. Et donc, est-ce que tu as une ligne un petit peu éditoriale, une ligne directrice dans ce que tu postes, ou est-ce que finalement tu vas poster plus par rapport à des sujets qui vont te passer par la tête à l'instant T? En fait, pour mes recherches, ouais, ça arrive. C'est comme ça. Je pense à rien. Je regarde le vide et ça vient. Et puis, il y a aussi, je fais mes recherches. Je fais sur divers sujets, divers sites internet. Puis, je regroupe le tout autour d'un sujet. Je fais le tri de tout ça et je prends ce qui est logique et crédible. Et du coup, ça donne tout ça. Alors, quels ont été tes plus beaux sujets? Les plus beaux secrets? Non, tes plus beaux sujets que tu as traités sur ta chaîne. Je pense que le sujet le plus attirant à ce jour, c'est l'Antarctique. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as publié? C'est un sujet, en fait, j'ai fait il y a quelques semaines de cela, il doit y avoir 3 semaines à peu près. J'ai fait une divulgation et vérité qui s'appelle l'Antarctique. Et je pense que ça doit être l'un des meilleurs parce que déjà, l'Antarctique, on connaît presque rien de ça. Et c'est un mystère énorme. En fait, c'est le mystère d'une île à multiples nationalités avec un traité et puis on ne connaît plus rien de ça. On ne connaît pas qu'est-ce qu'ils font, les bases scientifiques, pourquoi ils sont là, etc., etc. Donc, le fait d'avoir cherché en profondeur, en surface, cette île-là qui s'appelle l'Antarctique, qui est d'ailleurs la plus grande île du monde. Hein, et pourquoi tu l'appelles île? C'est un continent. En fait, à lui seul, c'est un continent. Mais quand tu le vois, c'est une île. Et c'est un continent immergé autour d'un silo de mer comme les Amériques. C'est une île. Donc, mais sauf que ça s'agrandit. Mais je veux dire, le truc, c'est que c'est en fait un continent qui est mystère. Il n'y a rien qui est dit dessus à part le traité. Voilà, il y a un signé à traité, à part aussi le sujet sur Monsieur Bird, l'amiral Bird, qui a été, et qui dit que depuis la Terre elle est plate, ce qui est totalement faux. Ouais, en fait, c'est un grand mystère. Je me suis dit, tiens, on va attaquer ce sujet, on va s'enseigner et tout, et puis voilà, on l'a fait. Je pense que ça doit être un sujet très très bon. Ok, il y a des sujets vers lesquels tu n'oses pas forcément encore aller parce que tu te sens pas à l'aise ou parce que c'est pas forcément ta ligne directrice? Ah non, mais moi, au niveau des sujets, je m'en tape complètement. J'ai pas de sujet tabou. Moi, je raconte tout. C'est juste que, en fait, j'ai un ordre précis. Bon, maintenant, j'ai plus d'ordre précis, je fais tout à la one again, hein, mais avant, j'avais un ordre précis. Donc, j'ai commencé par la classe dirigeante, j'attaque le plus haut, et puis ensuite, je file au plus bas. Comme la nourriture, comme les chemtrails, ça, c'est plus bas. C'est ça, c'est ton quotidien. Voilà. Maintenant, je fais des sujets qui sont vraiment très aléatoires. Je prends des sujets du jour au lendemain comme ça, je décide avec mon équipe. On dit, attends, on va faire ça comme sujet. Bon, vas-y, paf, et 2-3 jours après, on le fait. Donc non, j'ai pas de sujet tabou. Moi, d'ailleurs, on va bientôt, peut-être dans 1 ou 2 mois, on va faire une divulgation et vérité sur la sexualité. Donc on va tout dire. Non, j'ai pas de tabou. D'accord. Et donc moi, j'ai bien été intéressé par la dernière que tu avais faite sur les fluors. À un moment donné, tu cites tu fais une comparaison avec la France, entre la France et le Canada, et tu dis vous avez de la chance en France et en Europe de façon générale parce que tout est détaillé sur les paquets d'aliments, donc on sait s'il y a du sodium, s'il y a du machin, du potassium, etc. Alors que sur le continent américain, canadien, c'est pas si détaillé que ça, et puis finalement on vous fait bouffer de la merde à votre insu.
Et ça, c'est intéressant, tu vois, que les gens en prennent conscience, parce que souvent, on est en train de critiquer le système, mais en définitive, on a un système qui est pas si mal que ça en France. Non, exactement. Les gens, ils se plaignent d'avoir un système complètement corrompu, défaillant, qui est malmené. Mais en fait, au niveau juridique et au niveau éducation, ils ont le meilleur système du monde. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans le pays, on est habitué à ça, mais on a le meilleur système du monde. Aujourd'hui, au Canada, regardez, je vais vous faire une petite comparaison. Au Canada, comme tu l'as dit, Antoine, au niveau des papiers, quand tu achètes un poulet demain, voilà, tu achètes un poulet, chez nous, ça s'appelle label rouge pour le top du top. Ici, il n'y a pas de label, ou très peu. Et du coup, sur le papier, tu vas avoir poulet fermier rouge avec ton label, et c'est marqué dessus poulet élevé en plein air avec les détails qu'il y a dessus, etc., etc. Et les cochonneries qu'il y a dedans. Oui, mais attends. Chez nous, il y a marqué label rouge, oui. Mais enfin, le label rouge, tu sais pas ce qu'il a bouffé, le poulet, hein. S'il a bouffé de la merde, s'il a été injecté de 150 antibiotiques fongicides, t'en sais rien du tout, hein. Bah si, parce que tu t'es renseigné sur le label. Enfin, si tu te renseignes sur un label, c'est que tu connais les critères. Il n'y a rien dans le label rouge, hein. Il n'y a rien dans le label rouge qui interdit les antibiotiques, les fongicides et toutes les merdes qu'ils mettent dans les poulets. Il n'y a que dalle. Ouais, c'est ça. J'ai cru voir qu'il c'était en cours de réflexion, ça, en termes de loi, d'indiquer effectivement s'il y a des antibiotiques, etc., etc. Et donc, ouais, je t'ai vu opiner du chef, Sylvano, quand je disais quand même on était bien renseigné en France. Si on compare au Canada ou aux États-Unis, on est quand même bien renseigné en France. Maintenant, j'ai pas dit qu'on était suffisamment renseigné, on peut encore faire mieux. Et si on prend par exemple le dentifrice au fluor, tu vas dans 100% des grandes surfaces françaises, tu trouves que du dentifrice au fluor. Donc après, même s'il y a marqué fluor dessus, t'as pas le choix, quoi. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même. Moi, je trouve qu'on est informé. Donc, Sylvano, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines de cela, on avait parlé d'une eau, on avait parlé de l'eau, et puis tu m'avais demandé quelle eau je conseillais. Mais moi, j'ai retrouvé, c'est l'eau de Grand Barbier. Voilà. Voilà. Qui est une eau d'Auvergne, mais écoute, distribuée par Carrefour, tu vois. Et pour le coup, là, il y a des indications qui sont plutôt pas mal. Et Nico, tu vas me dire ce que tu en penses. pH 7,3. Ok. Enfin, ça va, hein, il faut que ça soit basique. Le résidu à sec à 180 degrés, il reste plus que 52,2 mg par litre. Donc ça, c'est pas grave, ça. Mais qu'est-ce que ça dit au niveau nitrate et surtout fluorure? Alors, au niveau nitrate, j'ai 0,8. Fluorure? Et 0,8 par rapport à ce que disait Nico dans son émission, c'est encore trop. Exactement, c'est trop élevé. Le maximum qu'on peut ingurgiter par jour, c'est de 0,4. Ouais. Et fluorure, eh bien, ils ne sont pas indiqués, les fluorures. Donc, est-ce que ça signifie qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas, alors. C'est une eau qui n'est pas trop mal. Voilà. Mais ça prend du temps à chercher et à regarder la composition des eaux. T'en aurais une à conseiller, toi, Nicolas? Moi, l'eau, personnellement, j'ai pas une eau spécifique, hein, parce que moi, j'achète pas de l'eau en bouteille. Je la prends directement du robinet et je la filtre, ce qui est plus pratique. Parce que j'ai la chance d'avoir une eau dans mon village qui est pure. Enfin, entre guillemets, parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Mais j'ai la chance d'avoir une eau qui est buvable. Donc, du coup, je fais directement au robinet. Je ne m'embête pas à acheter des bouteilles de 5 litres, etc. Alors, si on fait de la pub, moi, je pense qu'on sait une. Hein. Voilà. Rosée de la Reine. C'est quoi la composition de la rosée de la Reine? Il n'y a pas de fluor. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste. Ok. Alors, pour revenir à Force Pingouin, donc dernière question, Nicolas. Est-ce que tu as déjà en prévision des thèmes d'émission? Est-ce que tu as déjà une trame de prévu? Je vais faire quand je vais revenir, parce que je vais prendre l'avion ce dimanche-là. Et quand je vais revenir en France lundi, je vais avoir une émission qui s'appelle Les lignes temporelles sur Divulgation et Vérité. Ah, c'est-à-dire? Donc en fait, les lignes temporelles, on parle du monde parallèle, on parle des planètes sosie, ce qu'on appelle des planètes identiques, ce qu'on appelle aussi l'espace-temps, etc., etc.
Ok, entendu. En tout cas, c'était sympa de passer pour nous parler de ta chaîne. Et voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Force Pingouin, vous allez sur YouTube, vous tapez Force Pingouin, puis vous allez reconnaître Nico, hein, forcément. Et voilà, et il y a plein d'émissions plutôt sympas à regarder. Bah, écoute, moi je te souhaite une belle continuation, et puis voilà, tu repasses quand tu veux. D'accord, bah merci à toi. Merci de ton invitation et puis quand tu veux. Ok, allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, on va recevoir Monsieur Iskara, du coup. Donc, salut, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être sur Miasme TV. C'est génial. Quelles sont tes nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Écoute, c'est un petit peu pour ça que Antoine m'a demandé de venir. C'est pour vous parler d'une nouvelle émission que je présente sur INRES TV, avec beaucoup de bonheur. Et c'est bien dans la continuité de ce que je faisais sur BTLV. Bon, BTLV avec la personnalité de Bob qui est autour de BTLV. Et INRES TV, je dirais que c'est plus un travail d'équipe. Donc, je dirais que c'est plus dans ma nature, que ça me correspond bien, même si BTLV est très très bien, attention, je compare pas, hein, ce sont vraiment deux choses différentes. Donc, voilà, Sébastien Lily, qui en est le rédacteur en chef et maintenant le directeur. Alors, on a réfléchi autour d'une émission, on l'a enregistrée fin novembre, enfin les deux premières. Et la première émission de Destin croisé a été mise en ligne hier, c'est-à-dire mercredi 1er février, au début de l'année du coq de feu, justement. C'était un petit peu symbolique, c'était pas mal. Et voilà, donc avec trois personnes, trois personnalités, une qui reste toute l'heure, qui est un grand témoin, et puis deux autres qui arrivent au fur et à mesure de l'émission. On présente bien sûr ce qu'ils font, hein, un peu ce pourquoi ils sont là, leur affinité avec tous ces sujets un petit peu inexpliqués et inexplorés, comme dit le magazine. Et puis on croise les interviews et on fait se mélanger un petit peu ces trois personnalités, ces trois destins particuliers. Bonjour et bienvenue sur INRES TV. Alain Resnais a réalisé un très beau film en 1983 intitulé « La vie est un roman ». On pourrait aller plus loin encore en affirmant que chaque vie est un roman, avec pour chacune d'elles un destin unique. Et comme la science semble nous prouver que nous sommes tous interconnectés, on a souhaité vous proposer cette nouvelle émission intitulée « Destin croisé ». Ce sera un lieu d'échange, de témoignage, de révélation, et les sujets abordés devraient de toute évidence vous passionner. Dans ce numéro 1, nous vous donnerons tout d'abord les clés de l'interprétation des rêves avec Marielle Lahorte. Les rêves peuvent nous en apprendre beaucoup sur notre état émotionnel. Alors moi j'estime que les rêves c'est un peu le gardien de notre monde intérieur, c'est-à-dire qu'il est là pour nous dire à quel point on est dissocié de notre nature véritable. Et puis nous aborderons ensuite les mystères du magnétisme avec Florian Lucas. Alors Florian Lucas a un destin tout à fait particulier, c'est pour cela que nous lui avons demandé de témoigner. Il a commencé sa vie comme officier de police judiciaire et il la poursuit aujourd'hui en tant que magnétiseur. Le magnétiseur est un capteur de l'énergie universelle qui transmet pour rééquilibrer les énergies des autres personnes. Dans cette émission, croiser trois destins, trois sensibilités différentes nous a semblé un bon équilibre. Et notre troisième invité sera à chaque fois quelqu'un que j'appellerais le grand témoin. Un chanteur, un acteur, un musicien ou un homme politique, pourquoi pas. Je l'interrogerai pour connaître sa sensibilité sur des sujets qui sont aux frontières de la psychologie, de la science et de la spiritualité. Et il aura carte blanche pour intervenir avec les autres invités. Le grand témoin de cette première émission s'appelle Philippe Laville. C'est un chanteur avec une fausse étiquette d'artiste superficiel et nonchalant. Il vous surprendra. Ouais, mais c'est Destin croisé, c'est vrai que ça nous rappelle un petit peu l'émission emblématique que tu avais sur BTLV, qui était les connus face à l'inconnu. Ouais, il y a un petit peu de ça. Voilà, il y a un petit peu de ça, parce que là, tu as Philippe Laville, c'est ça, sur ce premier numéro? Oui, alors c'est vrai que c'est un mélange des connus face à l'inconnu et puis de On est là pour vous, hein, que je faisais aussi, parce que les connus face à l'inconnu, je l'ai surtout fait au début de BTLV. J'ai vu un peu la limite de faire venir des people, entre parenthèses, sensibilisés à tous ces thèmes. Et On est là pour vous, voilà, c'était des sujets qu'on présentait pour les abonnés. Et c'est un peu un mélange des deux.
Donc effectivement, dans les 2 premières émissions, alors, je vais vous donner un petit scoop, si je peux dire. Dans les 2 premières émissions, on a invité, non, peut-être pas quand même, on a invité Philippe Laville pour la première, donc, qui est déjà en ligne, avec Marielle Laher, que j'avais rencontré sur BTLV, et puis une autre personne qui va nous parler de son intuition. Et dans la deuxième, qui sera diffusée donc le 8 mars, ce sera Laurent Bignolas, le journaliste présentateur de la matinale sur France Info qui a présenté Faut pas rêver, qui sera en grand témoin, plus deux autres invités. Et puis on s'est rendu compte lors de cet enregistrement que par rapport en tout cas aux abonnés de Inrest TV, je dirais que les commentaires par rapport au thème abordé, avec les rêves, tout ça, étaient peut-être, je dirais, un petit peu trop superficiels, pas assez approfondis de la part des invités qui étaient pas forcément des spécialistes. Donc, pour les prochains enregistrements qui ont lieu fin février, le 27 exactement, on a un peu changé de fusil d'épaule et on a pris des personnes qui étaient emblématiques dans les sujets traités par Inrest TV. Ça peut être la médiumnité, ça peut être la communication animale ou des choses comme ça. Voilà, on va délaisser le côté purement people parce que sur Inrest TV, c'est pas assez justifié. Ça fonctionnait bien sur BTLV, mais par rapport aux abonnés d'Inrest TV, non. Et on ira. D'ailleurs, il y a un ou deux commentaires qui vont dans ce sens en disant bon, nous le people, on n'aime pas trop. Hein, et voilà. Mais donc la première a été plutôt bien accueillie. D'accord. Oui, ben tu vois, tu as dévancé ma question. C'était savoir comment le people, entre guillemets, arrivait à s'intégrer là-dedans, et si il subissait l'émission ou si au contraire il était plutôt favorablement réceptif à ce que racontait par exemple Marielle et Florian. Ils sont réceptifs dans la mesure où Philippe Laville et Laurent Bignolas étaient deux invités que j'ai vus pour les connus face à l'inconnu. Donc je savais exactement quelle était leur sensibilité par rapport, je dirais, au monde de la vie. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tac, on va l'enlever. Par rapport à la médiumnité, aux rêves ou à tout ça. Ou au magnétisme, puisqu'on a un magnétiseur qui s'appelle Florian Lucas qui est invité aussi de cette première émission. Donc je savais quelle était leur affinité, donc je savais ce qu'ils pouvaient donner, jusqu'où ils pouvaient aller et jusqu'où ils n'iraient pas. Donc c'était un avantage, mais malgré tout, ils s'en sont bien sortis. Ils ont donné et raconté des anecdotes de vie vraiment intéressantes de la part de Philippe Laville. Et Laurent Bignolas, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a une grosse expérience, qui a une vision de journaliste aussi, qui permet d'aller un petit peu plus loin dans les sujets. Donc il n'était pas du tout perdu. Et au contraire, ce mélange des cultures, puisqu'il a beaucoup voyagé, lui a permis de s'ouvrir à plein de choses inexpliquées et sensible au monde de l'invisible. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais quand même, voilà, ces deux premières émissions, au montage, on s'est rendu compte qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Elles sont bien, elles sont très bien. Et la réception des émissions est très bonne. Mais voilà, c'est une première, on va voir. De toute façon, ça s'appelle des pilotes aussi. Et puis des bonnes émissions, c'est des émissions qui aussi s'adaptent à. Qui évoluent, ouais, tout à fait. Puis qui évoluent. Donc, elles sont bien, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille plus loin. Bon, en tout cas, ce qui est vraiment positif, c'est que là, pour le coup, tu es parti pour faire vraiment une émission mensuelle sur l'Inrest TV. Oui, tout à fait. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc il y en aura 6, une par mois. Et puis on a avec Sébastien pas mal envie de continuer et d'approfondir cette collaboration. C'est juste vraiment un gars de 30 ans absolument génial, plein d'idées, travailleur et en même temps serein, qui donne d'un grand respect. Enfin, vraiment, c'est un mec absolument incroyable. Et une équipe autour de lui qui est à son image, agréable, professionnelle, sereine. C'est pas facile, parce que voilà, il fonctionne avec les abonnements. Donc voilà. Mais c'est vraiment très très agréable. Et ouais, j'espère que c'est le début d'une très très longue collaboration. Parce que l'Inrest TV, quand même inexploré, le magazine, il y a presque 10 ans maintenant, c'est 25 000 abonnés quand même. Et plusieurs, presque 5 à 10 000 devant ton kiosque, donc c'est vraiment énorme. Et la télé, après le crowdfunding, qui a été la troisième plus grosse levée de fonds en France, tout crowdfunding confondu, à ses limites, au bout d'un an et demi, puisqu'ils ont démarré en septembre 2015, la trésorerie a été faite pour créer la boîte, embaucher des gens et acheter du matériel. Et puis derrière, c'est les abonnements qui font vivre.
et il se débrouille quand même super bien avec. Et non, c'est vraiment bien. Vraiment bien. J'espère que ça va durer très très longtemps, jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Ouais, est-ce qu'ils ont l'intention d'agrandir un petit peu leur offre par contre? Parce que c'est vrai qu'on a accès qu'à une seule émission par semaine. Est-ce Ouais. que ils ont pour idée d'en mettre un peu plus à un moment donné? Ouais, ils aimeraient bien, mais c'est pas évident de trouver des émissions qui soient et en même temps différentes de ce qu'on peut voir dans le format, en tout cas sur les mainstream, et très et, et qui répondent à la demande et aux attentes des abonnés. Donc il y a Beyond avec Stéphane Alix. D'ailleurs, la dernière émission qu'il a faite avec Didier Van Kovlart est juste fabuleuse. Didier Van Kovlart est quelqu'un d'absolument incroyable. Son dernier bouquin est fabuleux. Et ça dure 1h08, c'est l'émission Beyond. Abonnez-vous, regardez cette émission et regardez aussi Destin croisé, mais aussi Beyond. Didier Van Kovlart raconte des choses absolument incroyables. Ça se passe entre Einstein et Nikola Tesla et Didier Van Kovlart et deux médiums. Et c'est vraiment assez incroyable. Donc il y a ça, il y a Extra Lab, qui est réalisé aussi par Sébastien Lévy, donc 3 interviews de 20 minutes de personnalité. Voilà, ça peut être une médium, ça peut être quelqu'un qui fait de la bioénergie, enfin pas mal de choses. Il y a une émission faite par Natacha Calestrémé sur la santé, les chemins de la santé, et une autre plus autour de la spiritualité et de la religion. Et donc en trouver une cinquième, c'était pas évident, donc Destin croisé est parti sur ce chemin-là. Et trouver d'autres émissions. Oui, alors il y a des idées qui ne seraient pas forcément autour de la télé, mais autour d'une autre forme de média. Voilà. Mais en tout cas, il y a plein d'idées pour avancer et c'est bien. Mais c'est difficile de trouver un format qui puisse répondre avec un présentateur qui l'incarne ou une présentatrice. Et puis le nombre d'invités autour de tous ces thèmes, finalement, c'est pas qu'il est limité, mais c'est difficile de créer la surprise à chaque fois. Hein, on tourne toujours un peu autour des mêmes, donc, mais ils se débrouillent bien et on avance. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est un média qui est en tout cas agréable à regarder parce que même si c'est diffusé via les web TV, c'est que l'enregistrement studio, donc voilà, la qualité d'image, etc. est là. L'abonnement n'est pas très cher, hein, je crois que c'est 9 €. 9 € pour le magazine et la télé, et 6,90 que pour la télé. Sans compter que tu sais comment ça marche, Antoine, hein, sur un abonnement TTC, donc tu enlèves 20% parce que quand on s'adresse à des particuliers, bah, c'est TTC, mais en tant qu'entreprise, tu enlèves 20%. Donc ça laisse pas grand-chose à la fin. Et avec une émission par semaine de grande qualité, c'est vraiment pas cher. En tout cas, on est content de voir que tu es resté fidèle à tes idées et à vouloir continuer dans ce domaine où vraiment on sent que tu t'éclates. T'as pas eu envie à un moment donné de céder au chant des sirènes et de repartir vers le mainstream? Il y a une chaîne d'infos aussi qui me donnerait vraiment envie d'y retourner, c'est France Info TV. Donc d'où est Laurent Begnolas, parce que c'est vraiment une info différente, approfondie, calme, respectueuse, réfléchie, qui se jette pas sur la première catastrophe venue en permanence. Celle-là m'aurait donné envie d'aller bosser pour eux. Ça s'est pas fait, voilà, pour différentes raisons. Les autres, non, j'ai même pas cherché en fait. Tu vois. Non, je m'oriente vraiment pour plus vers quelque chose de. Tu vois, là en ce moment, là, je fais un stage de magnétisme avec justement le magnétiseur que j'ai invité dans cette première mission. Il m'a invité il fait des stages réguliers. Donc il m'a invité j'ai rencontré des gens d'ailleurs assez incroyables. Et je vais approfondir ma formation que j'ai déjà faite pour l'hypnose ericksonienne. Donc voilà, c'est vraiment des choses que j'ai envie d'approfondir personnellement pour aider les gens que j'aime autour de moi, peut-être pour aller beaucoup plus loin, peut-être un jour, mais en tout cas, prendre ce chemin de la transmission d'informations et peut-être de bonne énergie pour soulager et soigner les gens. Super. Ouais, c'est un chemin que j'ai décidé de prendre et d'aller jusqu'au bout du truc, quoi, en fait, tu vois. Ouais, bon, ben. En plus de mon métier de journaliste, je n'abandonnerai jamais. Enfin, j'espère. C'est peut-être lui qui m'abandonnera parce que c'est pas toujours évident, quand même. Peut-être bientôt c'est toi qui feras des hypnoses régressives pour savoir si les gens ont été abductés ou pas. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Sylvano. Ouais.
l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment un domaine absolument fabuleux. C'est vraiment des choses. Tu sais, c'est le magnétisme des mots, en fait. Hein. C'est la magie des mots, finalement, du guide intérieur, de l'inconscient qui est la solution à tout et non pas la cause de tout, comme le disait Freud, qui a commencé d'ailleurs par l'hypnose, avec Jung, et puis Jung après est parti sur d'autres voies. Et ouais, c'est vraiment un domaine qui me passionne pour plein de raisons. Et je me suis dit, mon garçon, il faut aller au bout maintenant. Donc voilà. Écoute, c'est chouette. En tout cas, on est content de te revoir. Ouais, c'est toujours un plaisir d'être là aussi. Sur les antennes, c'est vraiment sympa. Bon, écoutez, si vous voulez bien, maintenant, on va passer au sommaire de Top Secret numéro 89 avec Monsieur Roch Sahuker qui va venir nous le présenter. Et là, on va accueillir Roch Soccer. Roch, comment tu vas? Il y a tous tes fans sur Facebook qui t'attendent et qui veulent avoir des nouvelles de toi. Rassure-les tout de suite. Bah écoute, ça va bien, Sylvano, bonjour. Salut. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Et donc, tout va bien. Tout va bien. Je suis là, je suis donc invité par vous deux pour présenter le sommaire du nouveau Top Secret qui vient de sortir. Et qui est un numéro que j'aime bien, que j'aime particulièrement bien. Numéro Voilà, 89. Achetez-le, hein, videz les rayons, mais il faut qu'il n'y en ait plus, il faut que Roch le réimprime. Moi, je vous le dis parce qu'il est exceptionnel, ce numéro. Donc, en photo, on a à la découverte des arbres géants. Qu'est-ce que c'est que ces arbres géants, Roch? Ben, cette affaire des arbres des arbres géants, c'est une affaire assez extraordinaire puisque on connaît tous ces espèces de rochers très particuliers, hauts de plusieurs dizaines, centaines de mètres, et qui ressemblent en fait à des troncs d'arbres coupés, mais pas seulement pour l'aspect de souche qu'ils peuvent présenter, mais aussi par la structure même de ces rochers. Et on dirait vraiment des arbres pétrifiés, mais alors des arbres qui auraient mesuré en leur temps 2-3 km de haut. Alors ça paraît complètement insensé au début, on se dit, bon les gars, les chercheurs qui se sont lancés dans cette théorie sont un peu sont hors sol, quoi. Ouais, mais en fait, quand on se penche sur le dossier, qu'on regarde un peu les théories géologiques qui expliquent comment ces formations se sont formées, ben ça laisse la place à beaucoup de questions là encore. Bref, c'est un dossier qu'il faut lire, extrêmement intéressant, qui remet en question pas mal de choses, qui remet en question aussi la nature même de la matrice du monde d'illusion dans lequel nous sommes. Et puis, le truc intéressant, c'est que ce dossier-là, les chercheurs aux États-Unis, en France, notamment avec Pascal Vieillard, et puis ils sont toute une bande autour de ce dossier. Hein. Ils n'étaient pas tout seuls à aller glaner les informations. On est maintenant arrivé à un stade de questionnement qui est hyper intéressant, puisqu'ils se sont dit si arbres il y a eu, alors ces arbres ont pu être soit coupés par des géants à la scie, mais aussi être détruits par le feu. On sait que les souches se consument moins et demeurent plus près du sol, c'est moins brûlé, et à partir de là, avec l'érosion, la pétrification du bois avec les siècles, les millénaires, enfin, peu importe, je ne sais pas comment se produit ce processus, mais en tout cas, voilà, on peut imaginer, ça nous renvoie aussi à nos contes d'enfance, aux histoires d'haricots magiques, etc., avec tout ça qui tourne autour du monde des géants. Mais tout à fait. Et il y a, en plus de ça, la question est de savoir, donc, s'il y a arbre, il devrait y avoir fruits ou graines, etc. Et alors là, on rentre, alors c'est ce qui m'a encore plus fasciné dans ce dossier, c'est qu'on rentre dans la problématique de ces fameuses boules de Bolivie, que l'on retrouve aussi en Roumanie, qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Et alors, il y a quelques photos de ces boules coupées en deux, et on voit vraiment qu'elles ont… parce que
là, ces boules-là, depuis 15 ans, c'est un des éléments troublants que les géologues ont du mal à expliquer. Les géologues nous expliquent que c'est un volcan, que c'est souvent volcanique, que la lave va rouler le long de la colline et en roulant, faire comme une boule de neige, si tu veux, se mettre en boule et puis ensuite se durcir, etc. Mais là aussi, ça ne tient pas vraiment la route. Non. En tout cas, on n'est pas obligé d'y croire. Et puis, donc, il y avait les chercheurs de vérité. Jusque-là, depuis une vingtaine d'années qu'on parle de ces boules-là, on avait tendance à dire ça, c'est la preuve de civilisation ancienne, c'est la preuve de civilisation avancée qui ont fait ces choses-là. Sauf que, c'est vrai que si on y regarde de plus près, on se demande vraiment dans quel intérêt des civilisations très avancées feraient des boules comme ça un peu partout dans le monde qui seraient vraiment disposées de façon très aléatoire, très très aléatoire. Et moi, c'est vrai que cette solution, cette version-là, alternative, dite des civilisations anciennes, voire même des extraterrestres, peu importe, moi, ne me satisfaisait pas. L'explication qui est avancée maintenant par ces chercheurs, ce serait que ces boules seraient tout simplement les fruits de ces arbres-là, voire les graines de ces arbres géants. Et alors, c'est vrai qu'il y a quelques plans de coupe de ces boules qui sont assez intéressants, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est impressionnant, et surtout, non seulement c'est impressionnant, mais je pense que les géologues classiques sont complètement incapables de donner une explication aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Complètement. Ils sont complètement largués, que ce soit au niveau de ces rochers troncs, de ces souches pétrifiées géantes, ou que ce soit au sujet de ces boules, l'explication géologique ne tient pas la route. Ah oui. Et tu as pris comme symbole en première page la fameuse Dewey Tower qui faisait les beaux jours du rencontre du troisième type. Évidemment. Bien connu, tu vois. Évidemment. Tout a un lien. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un rocher une souche qui est vraiment. D'abord, c'est un rocher emblématique, et ensuite, mais c'est extraordinaire à quel point il ressemble à un tronc d'arbre. Ah, tout à fait. Moi, je conseille à tous le dossier, il est superbement bien fait. Il est long à lire et il est bien étayé. Voilà, et c'est une affaire qui continue parce que il y a de nouvelles découvertes encore autour de ce dossier. Voilà. Le deuxième gros dossier de ce top secret, c'est les techniques du rêve lucide par Catherine d'Alençon. Alors moi, je l'ai lu et j'ai trouvé ça. J'ai appris des choses, il y a des choses que je ne connaissais pas. Je suis pas très dans la méditation et surtout dans la maîtrise du rêve. Mais on s'aperçoit que quand on sait, quand il y a des personnes qui savent maîtriser leurs rêves, c'est un truc de fou, quoi. C'est très puissant de travailler là-dessus et Catherine, elle, a une longue expérience de travail en groupe autour de ça. Ouais. Il faut savoir que dans les sociétés traditionnelles, anciennes, dans les tribus, etc., on donnait une importance considérable au rêve, parce qu'il y a beaucoup, les gens avaient compris qu'à travers les rêves, des informations pouvaient apparaître. Et donc, certaines sociétés se sont penchées vraiment sur la question, ont commencé à imaginer des méthodes, des techniques pour que rien ne se perde, pour que la personne qui rêve, plus ou moins douée pour se lancer dans des rêves lucides, puisse être orientée, puisse être éveillée à travers son rêve et aller chercher, glaner les informations. Donc il y a un vrai travail à faire sur les rêves pour aller justement traverser certaines strates de la matrice, du monde dans lequel nous vivons, ce monde d'illusion. Et
Et nous, dans notre société, a un peu perdu ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop travaillé. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des groupes alternatifs. Et donc, Catherine Nalençon explique bien son parcours. Et je pense que c'est pas fini. Il y aura une suite à cet article où elle explique comment elle a pu travailler sur ses rêves, sur le rêve, en essayant progressivement d'être de plus en plus éveillé et de pouvoir contrôler et diriger son rêve. C'était en fait exactement ce que nous devrions faire dans la vie. C'est vrai. Parce que là, effectivement, dans son premier dossier, c'est plutôt les techniques qui permettent de réaliser ces rêves lucides et les approches qu'il faut avoir pour pouvoir y arriver. Et c'est vrai que le dossier est très complet. Il y a pas mal de techniques dedans qui sont données. Et c'est assez impressionnant quand même. Et donc, effectivement, j'attends avec impatience le numéro 2 où les gens qui sont déjà en avance, parce que je pense qu'il faut quand même un petit apprentissage pour pouvoir y arriver. Oui, il faut du temps. Et puis, il faut une certaine attention au départ. Oui. Mais vraiment, il faut vraiment faire un parallèle entre la vie et le rêve. En fait, notre vie est un peu comme un rêve. Si on en prend conscience, si vraiment on en prend conscience, on peut quelque part, non pas se réveiller, mais s'éveiller dans notre vie. Et à ce moment-là, prendre le contrôle de notre vie et provoquer les événements, etc. C'est un peu le même système que dans un rêve éveillé. Donc, de là à dire que la vie elle-même est une sorte de rêve, il n'y a qu'un pas. Eh oui, le moyen astral. Voilà, et l'illusion, exactement. Et donc, après, un troisième dossier que j'ai adoré, c'est le phénomène des Atman. Donc, les Atman, à ne pas confondre avec les Men in Black. Ils se montrent souvent comme ça, les Atman. On voit des ombres avec un chapeau ou une fedora, un chapeau assez long. Et voilà, qu'est-ce que tu nous en dis, Rob? Oui, c'est encore un dossier qui est assez original, parce qu'on se rend compte que alors c'est assez proche du phénomène des Men in Black, sauf que ça n'a rien à voir avec l'ufologie. Là, on est plus dans le paranormal ou dans l'ésotérisme. Et c'est un dossier dans lequel on apprend aussi pas mal de choses, avec pas mal de témoignages. Enfin, c'est un phénomène qui existe beaucoup chez les anglo-saxons, aux États-Unis. Mais moi, je te confirme que beaucoup de gens voient ces ombres noires la nuit. Toujours la nuit, jamais le jour. C'est rare le jour. Il peut en avoir le jour, mais c'est très rare. Et souvent, ils sont aussi associés, on les voit aussi dans certaines paralysies du sommeil, même s'il y a d'autres égrégores qui sont dans ces paralysies du sommeil, ils peuvent être là. Exactement. Il y a la fameuse vieille femme, un peu sorcière, enfin, il y a les succubes, il y a tous ces trucs-là, et puis il y a ce personnage, ce Atman. Et ça, c'est un article de Mireille Thibault. Oui. Alors donc, après, il y a aussi un article de mon ami José qui est très intéressant. Il raconte une expérience qu'il a vécue, une enquête qu'il a effectuée sur un témoin qui a vécu une drôle d'histoire sur la forêt de Brocéliande, avec une sorte de créature qui serait tombée du ciel, on va dire. D'un ovni, quand même. Une boule. Une sorte de sphère, de sphère lumineuse. C'est assez troublant. Il y a des photos. Après, ça, il faut à chacun de juger en fonction de sa sensibilité, de ce qu'il pense. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est une pièce du puzzle qu'on mettra un jour en place. En tout cas, c'est aussi un dossier qui est bien fait parce qu'il y a quand même, les témoignages, les preuves, parce qu'il y a la vidéo qui a été tournée sur un smartphone d'un des témoins. Et effectivement, les vidéos que l'on voit sur cette créature, ça ressemble à tout, sauf à ce qu'on peut connaître sur Terre. Donc, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. En tout cas, voilà, c'est un numéro qui est… Alors moi, j'aimais bien le dossier sur le rêve lucide, puisqu'il faisait aussi pendant à mon édito, où on est toujours dans cette problématique de l'illusion de la vie dans laquelle nous vivons. Et puis, dans le thème d'Inception, si tu veux, on peut ramener
qu'on peut ramener évidemment sur le tapis pour essayer de choper ces perceptions. C'est très important. Merci pour ce fantastique numéro 89. Il y a d'autres dossiers, hein, plein, il n'y a pas que ceux des Bien trois. sûr. Il y a de la chiromancie. Oui, version, ça fait toute l'explication historique de la chiromancie. L'histoire, très intéressante. Pardon? L'or du Gobi, avec ces fameuses déserts du Gobi. Je rappelle que le désert du Gobi a été quand même l'endroit qui a été choisi pour la plus grande saga de science-fiction, les aventures de Perry Rhodan, qui doivent faire 500 livres, hein, quand même, les aventures de Perry Rhodan, où la troisième force, donc la force de résistance, a créé son siège mondial dans le désert du Gobi. Un excellent article de notre ami Peter Knight sur Bruce Lee, et il nous décortique, Bruce Lee. Et il y aura une suite à cet article-là, parce que sur Bruce Lee, il y a vraiment énormément de choses à dire. C'est un personnage emblématique. Pour les gens de ma génération, ça nous a. Enfin, on sait que cet homme-là est allé très loin, que ce soit d'un point de vue physique, travaille sur son corps, mais aussi d'un point de vue philosophique. Il était vraiment, c'était un être particulièrement éveillé, qui avait eu des maîtres particulièrement élevés aussi. Eh oui. Et pour finir, un superbe texte de Ludovic Bonin, Rencontre avec les chasseurs fantômes, hein, les fameux... Oui, ça permet de replacer bien, effectivement, toute l'affaire des Foo Fighters, pour ceux qui connaissent, qui sont les purs et durs de l'ufologie. Là, on est dans un cas classique. Et dans ce dossier, il y a des informations. Le dossier est vraiment bien ficelé, très bien ficelé. Ouais. Et moi, j'ai adoré, évidemment, comme d'habitude, ton édito, hein, parce que c'est l'aventure continue. Et puis, l'hommage qui a été fait en presque une page à Claire Sévrac, et ça, j'ai trouvé ça génial. Je profite pour terminer mon intervention de présentation du sommaire. Je profite donc, Sylvano, pour vous remercier, toi et Antoine, de votre implication pour la cause, pour le travail que nous faisons. J'annonce que de mon côté, de notre côté, il y a des choses qui bougent, il y a de belles choses en préparation avec de très beaux projets, donc de belles surprises. Génial. Restez à l'écoute, ne vous éloignez pas trop. On va lancer de belles choses. Les équipes sont en train de se réunir. D'ailleurs, j'en profite si il y a des internautes qui sont web designers, des développeurs, des informaticiens capables de monter des sites. Pour l'instant, on travaille avec des bénévoles parce que les choses ne sont pas en place pour que le modèle économique soit opérationnel, mais on a déjà réfléchi à tout ça. Donc, je fais un appel à toutes ces personnes. N'hésitez pas à m'écrire sur rock@topsecret.fr. On a donc un gros projet qui sera le premier étage d'une fusée. On va dire, c'est une image, hein, évidemment. Il y aura un second étage par la suite. En tout cas, on est en train de réunir les troupes. La résistance se met en place. Jusqu'à l'été, on va être très, très occupé par de nombreux projets. Je vous en parlerai évidemment très bientôt. Donc, voilà. Ne vous éloignez pas trop. Pour tous ceux qui se sentent, parce que je reçois des centaines d'appels de personnes qui me disent bon Rock, ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment voilà. Et ça fait moi quelques mois que je réfléchis à tout ça. Mon retrait de Facebook, il n'est qu'un retrait provisoire, je vais revenir, mais ça m'a permis de reprendre des forces, d'avoir un peu les idées un peu plus claires et de revenir très bientôt avec vraiment de très belles choses. Donc voilà, appel aux web designers, à toutes les personnes qui ont envie de participer à cette aventure. On va relayer ça sur les groupes Facebook en Rock sans aucun problème. Merci Sylvano, merci. Merci à vous deux, hein, vraiment, de votre implication. Ça va bouger, sachez-le. Ça va beaucoup bouger, ça va secouer cette année. On est prêt, on est en train de se préparer. Donc je vous dis à tous, préparez-vous aussi à être prêts parce qu'on va lancer de belles choses maintenant.
Eh ben génial, on sera prêt, Rock. Cool, Merci. super. Je compte sur vous. Ouais. C'est super, Rock. Bah, merci Antoine. Je vous dis à tous les deux très très vite pour une prochaine émission. Et je pense que la vidéo que je fais avec Sofiane pour ma chaîne YouTube devrait paraître d'ici une semaine environ. Yes, super. Voilà. D'accord. Génial. On te retrouvera dans 3 semaines dans 3-4 semaines. Oui, sur Miast. Oui, avec sur grand Miast. plaisir. Ouais, avec grand plaisir. On aura le temps de préparer tout ça. Ça fait Et dès que beaucoup de travail. Hein. À Bonne bientôt. journée à vous deux. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Sylvano, tu as eu l'occasion déjà de le feuilleter, le 89? Oui, je l'ai lu, bien sûr. Alors, c'est un bon cru? Écoute, il est pas mal. Il y a des articles sur les rêves lucides m'intéressent énormément parce que c'est des trucs que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Méditer, je ne sais pas méditer, ça m'énerve. Ah ben, C'est pas fait pour énerver, méditer, normalement. Ouais, c'est ça. T'es un spécialiste de la méditation, là, Yves Cara, Ah ouais. c'est quand même monsieur méditation. Ouais, il y a un excellent article de Catherine d'Alençon sur les techniques de rêve lucide. Pouh, c'est fabuleux, quoi. Franchement, pour ceux qui arrivent, ça va être quelque chose de fantastique. Les rêves éveillés, Yves, toi, c'est quelque chose que tu as expérimenté déjà? C'est lucide, en fait, le rêve lucide, c'est que quand tu rêves, tu sais que tu rêves. Ah, d'accord. Tu vois? Ah, ouais. Ah, mais est-ce que vous avez déjà connu ça, vous? Moi, oui. C'est fabuleux, ça. Ah ouais. Ça, c'est exceptionnel. Et donc, effectivement, là, il y a les techniques pour, en plus, maîtriser ce rêve. Parce que, comme tu sais que tu rêves, tu vas ouvrir des portes pour pouvoir aller là où tu peux pas aller quand tu rêves pas, quoi. D'accord, c'est ça les rêves éveillés. Ok. Lucide, c'est Antoine qui l'a inventé. Oui, lucide. Lucide, ah, bah, c'est pas pareil. Ouais, bah, je sais pas, moi, ça m'est arrivé une ou deux. Oh, ouais. Deux fois. Une fois, c'était sur des grands gratte-ciel et une deuxième. Ça m'est arrivé, 3 fois, pas plus, de rêver un rêve lucide. Et tu t'en souviens, de tes rêves, toi, facilement? En période où je médite beaucoup, surtout le soir, oui, je m'en souviens. Mais si tu te couches le soir, après un gros repas, tu rentres, t'es un peu picolé, t'as un peu de chance de t'en souvenir. C'est facile de se souvenir de tes rêves. Hein. Tu fais le calme avant, tu t'automotives en disant bon, je vais rêver cette nuit et je veux me souvenir de mes rêves, ça va t'endormir. Et surtout, le truc quand tu te réveilles, c'est ne pas bouger. Ça, c'est le grand truc. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu ouvres les yeux et tout de suite, si jamais tu bouges, c'est comme une eau qui est parfaitement plate, tu vois, d'un lac, tu te reflètes dedans, ça va, tu mets le doigt, ça bouge, tu vois plus rien. C'est exactement pareil. Le truc, faut pas bouger le matin. Voilà. Moi, dès que j'ouvre l'œil, je bouge et je suis déjà en train de penser, c'est déjà mort. Bah non, faut pas bouger. Mais ouais, je m'en souviens assez facilement quand j'ai fait le calme avant. Ok, mais en tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus sur les rêves lucides ou les rêves éveillés, comme moi je les appelle, c'est le top secret numéro 89. Alors, une qui a peut-être fait du rêve lucide, c'est Elisabeth de Caligny, qui vient cette semaine et ce mois-ci nous parler d'une exposition qui malheureusement vient de se terminer, qui était une exposition à Paris sur Frida Kahlo. Et Elisabeth nous en parle maintenant. Eh bien, bonjour Elisabeth de Caligny, comment vas-tu? Bonjour Antoine, bah écoute fort bien, je commence bien l'année, tout va bien. C'est vrai que c'est la première de l'année. Et pour cette première de l'art dans tous ses états, tu vas nous parler de Frida Kahlo, une artiste mexicaine, je crois. Oui, absolument, une artiste mexicaine. Il y a une rétrospective au Grand Palais de certaines de ses œuvres et de celles de son grand amour, Diego Rivera. Malheureusement, cette exposition s'est terminée il y a 8 jours, donc on peut plus la voir. Mais on peut regarder quand même les peintures de référence sur Internet. Et je voulais vous raconter à cette occasion la vie singulière de cette Frida Kahlo, qui est un personnage et qui en même temps est un peintre tout à fait particulier, puisqu'elle a fait une œuvre tout à fait atypique, qui d'ailleurs a fait sa référence. Hein. Diego Rivera étant plus connu qu'elle au départ et étant passé derrière elle à la fin, parce que c'était complètement original ce qu'elle a fait. Oui, voilà. Diego Rivera étant son compagnon, c'est ça? C'était son mari surtout. Son mari, d'accord.
Ça a été son grand amour, son mari, sa torture, sa souffrance, sa passion, enfin, ça a été tout ce qu'on veut. Et donc, il y a eu un événement marquant dans sa vie, en fait, qui a un petit peu fait que tout a commencé. Il y en a eu plusieurs, en fait. Son accident. Il y a eu cet accident, mais avant l'accident, il y avait d'autres choses. Il y a un contexte familial déjà, et il y a déjà la maladie qui arrive très tôt. Elle naît en juillet 1907 à Mexico. C'est une Mexicaine, donc pur jus. Elle vit dans un quartier assez aisé. Son père est photographe officiel du patrimoine culturel. Il s'occupe de photographier les œuvres archéologiques mexicaines. Et elle, déjà, petite fille, colorise les photos de son père. Donc, il y a déjà un petit côté artiste dans tout ça. Père qu'elle adore et qui est marqué par une grave maladie lui aussi, puisqu'il est épileptique. Et il fait sans arrêt des crises. Donc, elle le ramasse régulièrement pour le sauver. Donc, il y a déjà un contexte particulier. Elle a une mère dépressive au dernier carat, qui s'occupe mal de ses enfants, qui donne pas de tendresse. Voilà qu'elle va choper la polio à 6 ans. Ce qui va lui laisser une jambe très fine et très handicapée. On va l'appeler la boiteuse à l'école. Donc ça, c'est absolument terrible parce qu'elle en éprouve déjà une souffrance de rejet. Et elle va se forger son caractère à ce moment-là. Elle va décider de défier tout le monde. Adolescente, elle va s'habiller en garçon. Elle est complètement androgyne. Il y a de très belles photos d'elle d'ailleurs. Elle se coupe les cheveux. C'est plus la petite fille. Et elle dissimule cette infirmité, non pas sous des jupes longues, ça viendra plus tard, mais sous un pantalon et une apparence tout à fait androgyne. Elle est brillante. Elle est brillante et elle va rentrer à l'université très vite, enfin dans une école privée, peut-être pas privée, mais élitiste, si je puis dire. Il y a 2000 élèves, sur les 2000, il y a 35 filles. Elle en fait partie. Et à 15 ans, elle va rencontrer un homme qui est en train de faire de la peinture, une fresque murale dans un amphithéâtre. Et cet homme, c'est Diego Rivera. Diego Rivera, qui a 21 ans de plus qu'elle, et elle lui fait du charme. Et lui, il est complètement sous le charme de cette jeune fille qui a de l'esprit, qui a du caractère, qui a une infirmité qu'elle domine et qui est complètement séduisante. Et il va tomber complètement sous le charme. Et ils vont se regarder dans le blanc des yeux. Et elle, quand elle va ressortir de l'amphithéâtre, elle va courir voir ses copains. Elle va leur dire « J'ai trouvé l'homme de ma vie et je vais lui faire un fils ». Ça commençait bien et ça commençait fort. Mais le drame va arriver, elle va fréquenter Rivera et effectivement, on en revient à ce que tu as dit. Elle a 18 ans quand elle se trouve dans un autobus. Son autobus entre en collision extrêmement violente avec un tramway. Et là, ça va être une catastrophe pour elle. Elle va être littéralement broyée dans cet accident. Elle va avoir le bassin complètement broyé, des fractures diverses aux jambes, un pied écrasé, des côtes cassées et surtout, pire que tout, une barre de métal va la traverser, va la transpercer du dos et ressortir par son vagin. Un truc absolument atroce. Et c'est là que commence sa vie de souffrance. Une vie de souffrance absolue. Elle va mettre 2 ans à se remettre de ce truc-là. Alors, je ne vous dis pas des appareillages épouvantables pour lui remettre la colonne vertébrale, les os en place, la chaise roulante, bon, ça c'est un moindre mal, mais des souffrances absolument épouvantables. Et au milieu de cette souffrance, sa créativité naturelle reprend le dessus. Et il y a ce double qui l'observe. Quand elle était enfant et qu'elle était déjà rejetée par ses petits amis, elle s'était inventé un double, une amie invisible, qui l'emmenait au centre de la Terre et qui la faisait danser. Et elle avait déjà imaginé ce personnage-là en dédoublement. C'était quelqu'un qui lui permettait d'être dans la joie. Et là, elle va se mettre à peindre. Ses parents vont lui faire fabriquer une sorte de petit chevalet qu'elle peut adapter à son lit. Et elle va faire cette peinture extraordinaire d'elle-même, pour commencer, puisque elle a demandé, chose très curieuse, à ce qu'un miroir, un immense miroir, soit fixé sur son baldaquin, c'est-à-dire sur le sommet de son lit qui est au-dessus d'elle, comme ça elle peut se voir toute la journée. Donc elle se peint. Elle se peint avec toute sa souffrance, elle se peint avec tous ses détails,
Et donc, elle est dans sa souffrance et elle se peint. Elle se peint avec ses plus belles choses, sa jolie poitrine, ses corsets qui la serrent, qui la martyrisent, mais en même temps avec sa moustache. En général, une femme évite de faire ça. Ben, elle va le faire. Elle va peindre également ses sourcils qui se rejoignent, très épais. C'est-à-dire qu'il y a les défauts comme les plus belles choses qu'elle peint. Et elle tend parce qu'elle ne fait que ça. Et puis, petit à petit, la vie revient. Elle reprend son adolescence. Elle reprend ses études. Elle a un groupe d'amis assez turbulent à la fac, et puis à la révolution aussi mexicaine. Donc, elle a des idées socio-nationalistes. Elle manifeste. Ça forge également son caractère. Et elle retrouve Rivera. Elle retrouve Rivera, qui est sorti de sa vie quand même depuis un moment, et il est complètement sous le charme. Elle est émerveillée par le peintre, le génie, elle le porte au nu. Il l'impressionne par sa capacité de travail. Il travaille 7 jours sur 7, Rivera, il n'arrête pas. Et puis c'est un géant protecteur. Elle est toute frêle, elle a 49 kilos, lui 150, toute petite, lui immense. Et elle s'émerveille, et ils sont émerveillés mutuellement. Et au mois d'août 1921, oui, c'est sûr, ils se marient. Et ils vont s'aimer avec fureur, avec passion. Elle peint. Lui, il peint aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, Rivera, c'est un séducteur. Donc, il va se mettre à regarder à nouveau ailleurs. Et il la trompe. Et ça la bouleverse. Elle est possessive, elle est jalouse, elle se met à faire pareil. Donc, ça va être à qui trompera le plus l'autre, avec des scènes de ménage homériques. Et ça va mal se terminer. Va y avoir 3 ans de guerre absolument atroce entre eux. Ils vont divorcer au bout de 10 ans de mariage, en 1939. Et là, elle va exprimer toute sa douleur dans ses toiles. Et là, tu as cette toile avec les 2 cœurs et une seule artère qui les relie. C'est une toile de souffrance. Il y en a une autre aussi, où on la voit à nouveau en jeune homme androgyne, les cheveux coupés, un ciseau à la main, en costume de garçon. Elle a perdu sa féminité, elle s'est coupée de sa féminité. On l'a rejetée, elle l'exprime. Il va y avoir toute une série de toiles comme ça, de douleur. Et puis, elle se met à boire. Alors, ça, c'est pas terrible. Ça va complètement la fracasser. Et elle sent beaucoup. Et puis, elle retrouve son Diego. Et c'est à nouveau la séduction, la réconciliation. Il se remarie. Lui est appelé aux États-Unis, parce qu'il commence à être connu là-bas. Donc, il y a des expositions. Donc, il va l'emmener avec elle. Et ils vont se marier le 8 décembre 1940 pour la seconde fois. Et elle retrouve sa féminité. Et ses tableaux explosent. Et ça devient coloré. Elle met ses belles jupes colorées, ses chignons tressés, et ses jolies fleurs dans ses cheveux. Et elle peint, et elle peint, et elle peint. Et elle est remarquée. Elle est remarquée par le mouvement surréaliste français. André Breton, en particulier, la remarque. Il va y avoir des expositions qui vont être organisées. Diego Rivera et elle-même vont voyager, ils vont aller jusqu'en France d'ailleurs, ils vont aller aux États-Unis à plusieurs reprises. Et donc, c'est la belle vie. Elle est reçue partout, elle est la plus belle, elle est spirituelle, elle est vive, elle est intelligente, elle est singulière dans toute sa singularité. Elle séduit. Et son œuvre atypique séduit. Et puis, c'est le désastre. Elle commence à ressouffrir du dos, terriblement. Il va falloir faire quelque chose. Entre-temps, elle a voulu avoir des enfants. Elle a fait des fausses couches. Les enfants ne tiennent pas. À New York, on l'hospitalise et on l'opère en 1946. Une opération du dos absolument terrible. Et il va y avoir un enfant aussi à ce moment-là qui ne va pas tenir. Et on va lui dire, Madame Rivera, vous n'aurez jamais d'enfant. 2 raisons à cela. D'abord, votre état physique. Et une autre raison, c'est que vous avez eu la syphilis étant jeune, probablement un petit cadeau de Rivera. Donc, ça, vous mettrez jamais vos grossesses à terme. Et ça, c'est absolument atroce parce que c'est le fils qu'elle ne peut pas donner à Rivera et qu'elle s'était promis de donner quand elle avait 15 ans. Et elle va peindre un certain nombre de peintures où il y a des fœtus, où elle exprime cette souffrance de ne pas pouvoir porter l'enfant de son grand amour. Et son état va se stabiliser difficilement. Les rapports avec Rivera vont recommencer à devenir tumultueux. La jalousie et la tromperie gangrènent leur couple. Lui recommence tous azimuts. En fait, ce qui se passe, c'est que
vu son état physique, la sexualité a changé. Lui, il en a besoin. Et elle ne suit pas le mouvement. Donc, c'est ça qui les sépare. Et elle a trouvé un truc, c'est de sortir avec des filles. Donc, elle va séduire les femmes. Et elle va séduire de préférence les maîtresses de son mari. Ce qui est quand même assez... Elle a une cible. Pour lui couper l'arbre sous le pied, elle séduit les maîtresses. Et tant qu'elle séduit ses maîtresses, ça fait plutôt rigoler Rivera. Sauf que, y a des hommes de temps en temps. Alors ça lui plaît beaucoup moins, parce que comme souvent des grands cavaleurs, si je puis dire, ils sont jaloux. Donc quand elle se met notamment à faire du charme à Trotsky, Léon Trotsky, qui est exilé à Mexico, et qui vit d'ailleurs un moment sous leur toit, ça plaît pas du tout, mais alors pas du tout à Rivera. Donc on s'engueule, tout ce qu'on sait. Et malgré tout, elle est dans sa féminité, elle est dans sa joie, elle est dans ses jupes colorées. Elle a intégré dans ses peintures sa culture, elle est amérindienne d'origine par sa maman. Donc la culture aztèque est intégrée, il y a des animaux un petit peu naïfs. Sa peinture s'enrichit d'autres choses qu'elle-même. Elle n'est plus depuis un moment dans les autoportraits, mais là moins que jamais. Ou des autoportraits en tout cas extrêmement séduisants d'elle-même. Mais il y a en arrière-fond, elle sent bien que son corps la lâche. Elle doit avoir l'intuition de la mort. C'est sa toile de fond. D'ailleurs, elle dira un jour, la naissance est le berceau de la mort. Et ça devient répétitif. Et en 1950, son état se dégrade. Elle a une jambe très amochée qui gangrène. Il va falloir lui couper la jambe. Alors ça, c'est absolument épouvantable. Elle ne va pas s'en remettre. On va la mettre à l'hôpital, elle va y rester 9 mois. On va l'opérer je ne sais trop combien de fois de la colonne vertébrale. À nouveau, elle peint ses toiles de souffrance et elle sait que c'est la fin. Diego Rivera est là, il s'est rapproché d'elle, mais c'est de la tendresse maintenant, on n'est plus dans le tumulte et on sait que la fin est proche. Et effectivement, la fin va arriver. Mais lui décède avant elle ou après, par contre? Ah non, après. D'accord. Elle va décéder à 47 ans, en 1954, des suites d'une pneumonie. Et c'est absolument tragique. Rivera va être complètement bouleversée. Ses cendres, alors elle va se faire, comment dirais-je, incinérer. Et ses cendres vont se retrouver dans une urne aztèque, parce qu'elle tient vraiment à ses origines. Et cette urne, on peut la voir à la Casa, la Maison Bleue à Mexico. Elle est bien en évidence et il y a les cendres de Frida Kahlo là-bas. Donc c'est une femme qui a été très, très prolixe quand même. Elle a fait 200 toiles dans sa courte vie, dont 70 autoportraits. Et c'est une des grandes artistes mondiales, avec une peinture qui ne sera jamais copiée. C'est pas une peinture inspirante. Par contre, elle inspirera les créateurs de mode. Nombre de créateurs mexicains, certes, mais autres, vont s'inspirer des toiles de Frida Kahlo pour créer leurs œuvres. Il va y avoir Vogue qui, il y a quelques années, a consacré à cette mode Frida Kahlo un très beau reportage avec des photos absolument magnifiques. Et elle restera dans les esprits comme une femme moderne, courageuse, une profonde artiste et une artiste de joie, même si derrière tout ça, il y a une souffrance immense. Mais souvent, pour surmonter et transmuter une souffrance profonde, on est dans la joie apparente. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà ce que j'avais à dire sur cette femme merveilleuse, une artiste que j'aime beaucoup, qui est probablement mon artiste préféré dans la catégorie féminine, si je puis dire. Voilà. Alors, moi j'avais une toile de Frida sur laquelle je voulais revenir, en tout cas je voulais que toi tu reviennes dessus. C'était celle-ci, qui est assez particulière. Où, ça, je crois qu'elle a été peinte en 1946. Elle l'a dans la tête, son Diego Rivera. Donc, elle se l'est imprimée sur le front. Elle se l'imprime sur le front à la place du troisième œil, et puis elle lui fait un troisième œil aussi sur le front de Diego. Mais tout à fait, et c'est logique parce qu'elle considère qu'elle a un relais avec la spiritualité. C'est à cette époque où elle se rapproche de ses racines amérindiennes qu'elle inclut dans sa peinture. Donc, c'est pas du tout surprenant qu'en reprenant contact avec ses racines, on voit ce troisième homme apparaître. C'est l'œil de la création, c'est l'œil du haut, c'est l'œil de Dieu peut-être aussi, qui la permet de se mettre en relation avec Dieu. Et elle pense à sa mort, déjà. D'ailleurs, elle va mourir 6 ans après, 6-8 ans après.
Donc, je pense que c'est un tournant, elle exprime un tournant important de sa vie à ce moment-là, via cette peinture un peu particulière, tout à fait. Oui, et puis on constatera la petite larme qui coule de son œil d'ailleurs. Elle sait qu'elle est en train de perdre son Rivera, qu'il va voir ailleurs, qu'elle peut plus séduire sexuellement comme avant, donc c'est tragique. Voilà. Ok, bon, écoute Elisabeth, merci pour cette description de l'univers de Frida. C'est vrai qu'on connaît forcément ces toiles, on les a déjà forcément vues, c'est des toiles qui sont très facilement reconnaissables. On ne connaissait pas particulièrement la vie de Frida, et sa vie, c'est vrai qu'elle la transmet à travers ses toiles, à travers toutes ses douleurs. Il y a vraiment des toiles qui sont très, très torturées, et quand même parfois difficiles à regarder. Eh bien, écoute, je te remercie. Eh bien, voilà, une belle année 2017 qui commence bien. Et puis, on t'attend la prochaine fois pour un nouveau tour d'horizon sur l'art dans tous ses états. Je crois qu'on a parlé de Roland Topor, qui va nous faire une exposition dès le mois de mars. Donc, eh bien, je vous parlerai de Roland Topor la prochaine fois. Voilà. Eh bien, rendez-vous début mars pour l'expo Roland Topor, alors. Merci Antoine. Au revoir. Alors, Yves, Frida Kahlo, c'est une artiste que tu aimes bien, que tu connais déjà? Frida Kahlo, j'ai vu tous ses concerts. Bon, déjà, je dois avoir tous ses disques. J'ai vu les quelques films qu'elle a fait, mais voilà, pas plus. Si tu veux, autrement, non. C'est le seul souvenir que j'ai d'elle, quoi. On parle pas de la même Frida Kahlo, alors. Ah bon, mince, alors. Super. C'était bien essayé, Yves. C'est une artiste peintre. Ah, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Et c'est là que tu vois comment les journalistes, ils arrivent à sortir de n'importe quelle situation, ou presque. Et surtout des hommes politiques. Ouais, si on avait été en direct et que tu me dises, mais non, c'est une artiste peintre. Oui, mais elle a une version cachée de sa vie qui est beaucoup moins connue, que j'ai enquêté. Et effectivement, ces tableaux sont très jolis. Puis je serais parti sur ces tableaux. Allez, et pour finir, on va recevoir Yves, quelqu'un que tu connais bien, que tu as déjà rencontré à 2 reprises lors de ton passage sur Miasme TV. C'est notre ami Valerio Liange, voilà, qui nous présente un livre d'un auteur qu'on avait reçu dans Rencontre hors du commun, qui s'appelle Tiandi, qui a créé son propre monde, la planète Taku. Voilà, il a reçu le livre, il l'a lu et il nous en parle. À toi, Valerio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, amis de Miasme TV. Et oui, je fais mon retour dans cette hebdomadaire qui paraît toutes les semaines. Avant, je m'amusais avec Antoine. Maintenant, je m'amuse un peu en solo de mon côté des rencontres hors du commun. Mais justement, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Alors, je vous prends juste quelques minutes et après, je vais laisser Antoine, Sylvano et patati patata à leur affaire. Je voulais juste vous reparler de la planète Taku. Ouais, la planète Taku, vous savez, c'est ce livre dont j'ai fait l'interview dans Rencontre hors du commun de Thierry Dupré, alias Tiandi. La planète Taku, premier exemplaire, premier tome 1, j'ai envie de dire, qui se nomme Lakuto, hein, vous le voyez à la caméra, vous n'êtes pas bête. Nardar, alors je ne sais jamais dire, hein, c'est Nardar Édition, voilà. Alors la planète Taku, c'est quoi les amis? Alors si vous n'avez pas vu la Rencontre hors du commun, je vous invite à le faire, tout de suite, hein. Vous allez dans Rencontre hors du commun, la planète Taku avec Tiandi. Concrètement, c'est quoi? Alors c'est une histoire. Vous voyez ces trois jeunes hommes et jeunes filles en page de couverture qui vivent sur le continent Zielo. Alors bien sûr, tout est fictif, la planète également. Et le continent Zielo, c'est un continent de type, vous pouvez comparer ça à un continent de type africain désertique, où il y a pas d'eau, ou voire très peu d'eau. Et ils pratiquent le Jokan, un art martial africain ou quelque chose comme ça, ou notamment un art martial noir. Hein. Voilà, vous aurez plus de détails dans la rencontre hors du commun. Ils sont entraînés alors ils vivent à 3, en autarcie à 3, mais il y a aussi également, ils vivent grâce à leur grand-père qui leur apprennent une certaine sagesse, une certaine pensée, une certaine manière de vivre sur ce continent Zielo.
Jusqu'au jour où vient se passer un truc, hein, ces gamins-là qui ne voient jamais d'eau, quasiment pas, voient une goutte d'eau tomber du ciel. Et oui, une goutte d'eau tomber du ciel, quand vous vivez dans un désert de sable, c'est concrètement quelque chose de bizarre. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Et sachez que, voilà, on est totalement dans le milieu du mystère et de l'inexpliqué, de l'étrange et des énergies et de la sagesse et tutti quanti, si je peux m'exprimer aussi. Mais ce qui est intéressant surtout, voilà, c'est qu'on touche une culture noire, une culture afro, une culture nègre, qu'on a très peu l'habitude de voir. Et pour une fois, le métissé ou le noir n'est pas un gangster ou n'est pas un flic. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Là, ce sont vraiment des héros, si je peux m'exprimer aussi de la sorte. Voilà, je vais vous en parler parce que pour soutenir T&D, voilà, on soutient toutes les personnes qui passent sur Miasp, bien évidemment. Alors c'est un bouquin qui est bien parce qu'en plus vous pouvez l'offrir à tout le monde, vous pouvez l'offrir à votre enfant, vous pouvez le lire vous-même et vous pouvez également l'offrir à quelqu'un de plus âgé. C'est vraiment très très facile à lire, ça fait une centaine de pages. Donc il est pour les gros lecteurs, ce sera vite lu. Pour les moins bons lecteurs, pour moi, ça va vous prendre quelques jours. Mais c'est vraiment intéressant. Culture afro, noire et tutti quanti, c'est vraiment, on est dans ce délire-là. Alors moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal au début pour comprendre tous les termes. Mais il y a une table des matières. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu. Donc si vous voulez vous procurer ce livre, qui est à mon sens excellent, vous pouvez aller sur le site de nardar.com. Voilà, je vous affiche, je fais un petit F11, comme ça vous allez avoir Nerdar, pardon, j'ai dit Nardar, mais parce qu'en fait c'est le logo qui fait un A alors que c'est un E, nerdar.com, autant pour moi, nerdar.com, vous voyez, vous n'avez pas plus simple pour trouver ce bouquin. Voilà, vous avez toutes les informations pour acheter ce livre, pour vous renseigner. Alors bientôt disponible, il est déjà disponible, d'ores et déjà bien sûr disponible. Vous pouvez aller sur la boutique pour, vous voyez, 8,99 €, ça coûte une brindille. Alors bien sûr, c'est en main propre, hein. Il est un peu plus cher, voilà, si vous voulez, au Colissimo. Apparemment, vous pouvez même le commander si vous vivez au Brésil. Voilà, parce que le Jokan, c'est un art martial de fou, là, je sais plus ce que c'est exactement, mais voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que, voilà, on soutient tous les auteurs et les gens qui créent sur Miasme TV, qui viennent chez nous. Oui, Nardar et Thierry, hein, Thierry Dupré, il a également un Tipeee. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à l'aider tout simplement. Alors, malheureusement, je ne vois pas tout de suite de lien pour le Tipeee, mais sachez qu'il y a un Tipeee, vous pouvez trouver assez facilement. Vous tapez La Planète Taku Tipeee, vous trouverez tout simplement vite fait le lien. Voilà. C'était tout, je voulais juste vous rappeler que ce livre est toujours donc disponible comme il est, qu'il est vraiment bien et que je soutiens totalement ce livre, que moi-même j'ai bien aimé. Franchement, je suis bien rentré dans l'histoire. J'ai été déçu par certains personnages, mais pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'il se passe des choses, hein. Voilà, donc voilà, comme quoi que quand vous êtes déçu ou que vous ressentez des émotions dans un livre et que quelque part le livre est bien, à savoir qu'il y a une BD qui est en préparation, il y a un tome 2 bien sûr qui sera en préparation, qui devrait sortir cette année et qui a même une série animée. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao tout le monde. Bon ben voilà, donc comme promis, c'était une émission plutôt riche avec nos 5 invités. Yves, merci d'être passé. Écoute, c'est un vrai bonheur, Antoine. Je reviens quand tu veux pour rencontrer Sylvano, toi, qui tu veux, et parler sur Miasme TV. C'est toujours un bonheur. Ok, le rendez-vous est pris. Tu repasseras avant la fin de cette saison. Sylvano, mon ami, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Antoine. Salut. Salut Yves, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.